Regardez bien autour de vous. Les palais d'Europe et de Russie, comme Versailles, Péterhof ou l'Ermitage, sont de véritables hymnes au génie humain. L'or vous éblouit, l'architecture semble défier les lois de la gravité et les systèmes hydrauliques ultra complexes dépassent l'entendement. Mais dans ce tableau étincelant de grandeur absolue se cache un petit détail, une anecdote incroyablement dérangeante qui risque de briser votre vision du monde. On nous a toujours vanté la majesté du siècle des Lumières, l'éclat des monarques et le talent des bâtisseurs, mais il suffit de gratter un peu la dorure de l'histoire officielle pour voir surgir une vérité malodorante et très inconfortable. Comment se fait-il qu'une civilisation capable de bâtir des palais pesant des millions de tonnes et de créer des chefs-d'œuvre d'ingénierie, comme des fontaines jaillissant à des dizaines de mètres de haut sans aucune pompe électrique, ait pu tout simplement oublier de construire des toilettes? Arrêtez-vous un instant et imaginez-vous à Versailles, au XVIIe ou XVIIIe siècle, en train de déambuler dans la galerie des glaces. Vous êtes entouré de soie, de velours et de perruques poudrées, mais toute cette splendeur baigne dans une odeur persistante et nauséabonde. Les historiens, un peu gênés, baissent les yeux en murmurant des excuses sur les mœurs de l'époque. On tente de nous convaincre que la noblesse européenne n'aimait tout simplement pas se laver, que les aristocrates faisaient leurs besoins directement derrière les rideaux des couloirs ou utilisaient des pots de chambre dont le contenu était jeté par les fenêtres sans le moindre scrupule. On nous sert cette version où les plus grands architectes, capables de calculer la charge des dômes au millimètre près, de concevoir une acoustique parfaite et de dompter la puissance de l'eau, n'auraient pas eu l'idée élémentaire de poser un simple tuyau en céramique pour évacuer les déchets. Est-ce que vous croyez vraiment à ce non-sens technologique? Observez Péterhof ou Versailles. Ce sont des chefs-d'œuvre d'hydraulique. On y trouve des systèmes complexes de vases communicants, de réservoirs et de vannes, où l'eau parcourt des dizaines de kilomètres sous une pression énorme pour créer un spectacle féerique de jets d'eau. Selon la version officielle, ces ingénieurs maîtrisaient les lois de l'hydraulique bien mieux que les diplômés de nos écoles actuelles. Et pourtant, ces mêmes génies n'auraient pas été foutus de prévoir une légère pente dans le sol et de raccorder un conduit vers une fosse à l'extérieur du palais. C'est non seulement illogique, c'est tout simplement impossible. Cela contredit toute logique technique. Si vous savez construire la fontaine de Samson déchirant la gueule du lion avec son jet d'eau de 20 mètres, créer des égouts est un jeu d'enfant. Il y a là un secret bien plus sombre que les conservateurs de musées préfèrent passer sous silence. Et si ce n'étaient pas eux qui avaient construit ces palais? Et si ceux que nous appelons grands monarques et empereurs n'étaient en réalité que des squatteurs, des occupants? Imaginez un groupe de personnes aux connaissances primitives découvrant un gratte-ciel moderne abandonné. Ils entrent à l'intérieur, voient des ascenseurs, mais ne comprennent pas comment ils fonctionnent et s'en servent comme de simples placards. Ils voient des toilettes, n'en saisissent pas l'utilité et finissent par laisser leurs déchets dans les couloirs parce que le système d'évacuation complexe est hors service ou endommagé et qu'ils n'ont aucune idée de comment le réparer. C'est exactement ce que nous semblons observer dans l'histoire des XVIIIe et XIXe siècles. Nous voyons une utilisation rudimentaire d'objets de haute technologie hérités d'une civilisation précédente bien plus avancée. En anthropologie, on appelle cela le culte du cargo. Mais nos ancêtres, ou ceux qu'on nous présente comme tels, ont été plus malins. Ils se sont installés dans ces chefs-d'œuvre de pierre, les ont nettoyés, mais n'ont jamais pu restaurer les fonctions essentielles. Ces palais sans toilettes ne sont pas une erreur de conception, ils sont la preuve directe que la destination d'origine de ces lieux était tout autre. Peut-être que ce que nous prenons pour des salles de bal étaient en réalité des étages techniques ou même des centrales énergétiques. Pensez au palais d'hiver, 1057 pièces, 1945 fenêtres et pas une seule salle dédiée à l'hygiène dans les plans d'origine. Comment est-ce possible ? La famille impériale, qui régnait sur la moitié du monde, en était réduite à utiliser des vases de nuit comme le peuple. On nous raconte que les égouts n'ont vu le jour à Saint-Pétersbourg qu'à la fin du XIXe siècle. Pourtant, les quais en granit aux blocs parfaitement ajustés et ces fameuses fontaines existaient déjà. C'est une contradiction technologique totale. Soit vous avez la technologie pour tailler la pierre et maîtriser l'hydraulique, et alors vous avez forcément l'eau courante et le chauffage, soit vous vivez dans la moue et la saleté, mais dans ce cas, vous construisez des huttes en paille, pas la cathédrale Saint-Isaac et ses colonnes de 114 tonnes. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Les historiens tentent de ménager la chèvre et le chou, en nous parlant à la fois de la grandeur de l'Empire et de sa sauvagerie. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes probablement que des parasites vivant sur les ruines de géants. Ce qui se passait dans les palais d'Europe n'était pas de la culture, mais une véritable dégringolade, une dégradation.
L'invention des parfums français n'était pas faite pour séduire, mais pour masquer l'odeur insupportable des corps et des déchets imprégnant les rideaux de velours. Des rois qui ne se lavaient que 2 fois dans leur vie ne montraient pas des mœurs différentes, mais le comportement de gens ayant perdu l'accès à l'eau pour leurs besoins de base. Vous sentez ce décalage ? L'eau coule à flot pour le spectacle, pour démontrer le pouvoir à travers des milliers de mètres cubes dans les fontaines, mais elle est absente pour l'hygiène corporelle. Cela ne signifie qu'une chose, le système des fontaines fonctionnait de manière autonome, éternelle. Les nouveaux occupants n'arrivaient tout simplement pas à détourner ce flux vers des salles de bain, par peur de casser ce qu'ils n'avaient à construire. Ils ont emménagé dans des bâtiments déjà prêts. Ils voyaient des tuyaux dans les murs sans savoir où ils menaient. Ils voyaient des ouvertures qu'ils prenaient pour de la ventilation et les bouchaient avec des briques, parce qu'il y avait des courants d'air. Ils ont installé des cheminées dans des systèmes de chauffage à air pulsé uniques, faute de savoir comment les activer. Nous vivons dans un monde où l'histoire a été écrite par les vainqueurs, mais ces vainqueurs étaient, au fond, des barbares occupant une Rome à l'échelle planétaire. La prochaine fois que vous admirerez la façade d'un palais, souvenez-vous, derrière ce luxe se cache le secret de gens qui utilisaient les rideaux comme toilettes parce qu'ils avaient oublié comment utiliser l'héritage des dieux. Mais l'absence de toilettes n'est que le début. Si vous trouvez cela étrange, attendez de plonger dans les détails techniques qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel ingénieur. La science officielle prétend que le système de Peterhof est un miracle du XVIIIe siècle fonctionnant uniquement par gravité. On nous dit que l'eau venait des hauteurs de Ropcha et coulait naturellement pour créer une pression capable de faire monter le jet de Samson à 21 mètres. C'est une belle histoire, jusqu'à ce qu'on fasse les calculs. Pour un tel complexe, des simples fossés creusés à la pelle ne suffisent pas. Il faut un calcul de pente parfait, au millimètre par kilomètre. Une seule erreur, et l'eau stagne ou fait exploser les tuyaux. Et là, on tombe sur un artefact impossible, la qualité des tuyaux. Lors des restaurations, on trouve des segments dont la qualité de fonderie surpasse nos standards modernes. Ce sont des tubes parfaitement lisses, avec des raccords à brides conçus selon des techniques censées être perdues depuis des siècles. Comment une civilisation incapable de fabriquer des toilettes en faïence peut-elle couler des kilomètres de tuyaux en fonte ultra résistants ? C'est comme trouver un moteur de Ferrari dans une charrette à foin. Ce contraste flagrant prouve que les bâtisseurs n'étaient pas les habitants. Et regardez les bâtiments eux-mêmes. Les fenêtres au ras du sol à Paris, Moscou ou Saint-Pétersbourg. Les historiens parlent de couches culturelles, prétendant que la poussière et la boue ont fait monter le niveau du sol de 3 à 5 mètres en 2 siècles. C'est absurde. 3 mètres de boue, c'est la hauteur d'une maison. On nous fait croire que nos ancêtres vivaient dans une décharge sans jamais ramasser les ordures. Pourtant, en creusant, on découvre que ces sous-sols ont des fenêtres et des portes magnifiques qui donnent aujourd'hui sur de la terre ferme. Qui construirait des façades décorées sous terre ? La réponse est évidente. Ces étages étaient autrefois au-dessus du sol. Une catastrophe globale a recouvert les villes de boue et d'argile. Les chercheurs appellent cela l'inondation de boue. Et c'est ce qui explique enfin le mystère des toilettes. Imaginez une maison high-tech, dont les premiers étages, abritant les systèmes techniques et d'évacuation, sont enterrés. Les survivants occupent les étages supérieurs, mais les canalisations sont bouchées ou inaccessibles sous des mètres de terre. Il ne reste qu'à utiliser des pots et à tout jeter par la fenêtre, sur cette fameuse couche culturelle qui est en fait la trace d'un cataclysme planétaire. Regardez les gravures de Piranèse, ces ruines grandioses habitées par des gens minuscules qui font sécher leur linge sur des colonnes antiques. C'est nous, une civilisation installée sur des cendres, utilisant des vestiges dont nous ne comprenons plus le fonctionnement. Notre exploration continue avec une autre énigme que l'histoire officielle ignore, le mystère du chauffage. Si l'on accepte le fait que les ingénieurs de génie du XVIIIe siècle, capables de concevoir le système hydraulique de Peterhof, n'auraient pas pu installer un simple conduit d'évacuation au palais d'hiver, alors une seule conclusion s'impose. Ce ne sont pas eux qui l'ont construit. Ce n'est pas leur création, mais un héritage laissé par une puissance possédant un niveau technologique infiniment supérieur. Nous devrions regarder les grandes monarchies d'Europe et de Russie non pas comme des bâtisseurs, mais comme de simples occupants qui se sont installés là. Imaginez un monde après un bouleversement global, où une civilisation très avancée s'est effondrée, laissant derrière elle des cités de granit, colossales et majestueuses. Sur ces ruines arrivent des survivants, ou plus probablement des nouveaux venus, dotés de connaissances rudimentaires.
Ils découvrent ces immenses palais de pierre qui tiennent bon malgré tout, s'y installent, mais ne comprennent absolument pas comment ils fonctionnent. C'est là que réside l'hypothèse de l'occupation. Elle ne se contente pas d'expliquer le problème des sanitaires, elle éclaire une autre énigme architecturale tout aussi frappante, le chauffage. Regardez les palais de Saint-Pétersbourg ou même Versailles. Des salles démesurées, des plafonds de 6 mètres de haut, des fenêtres aussi larges que les murs d'un appartement moderne, et pourtant de minuscules cheminées, souvent purement décoratives, incapables de chauffer plus qu'une petite zone autour d'elles. On nous parle sans cesse de la rigueur des hivers russes et de la néva qui gèle. Dans ces conditions, les membres de la famille impériale, malgré leurs ressources colossales, auraient été contraints de vivre dans des pièces où la température était à peine supportable, s'en mitouflant dans des fourrures à l'intérieur même de leur demeure. D'un point de vue thermodynamique, c'est un non-sens total. Aucune quantité de bois brûlé dans ces petits foyers n'aurait pu réchauffer des murs de pierre de plusieurs tonnes, sans parler du volume d'air de ces halls gigantesques. Cela signifie que ces bâtiments n'étaient pas conçus au départ pour être chauffés par un feu ouvert. Ils faisaient partie d'un système de chauffage centralisé totalement différent, peut-être à air pulsé, géothermique, ou basé sur une forme d'énergie libre assurant un climat confortable de manière invisible et sans fumée. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le reste d'un système brisé. Les poêles dites hollandaises ou russes et les cheminées décoratives ont été ajoutées après coup. C'est une tentative désespérée des nouveaux maîtres pour adapter ces structures de pierre glaciale à la réalité du Nord en utilisant les moyens primitifs dont ils disposaient, la combustion de bois. On retrouve cette logique de l'occupant, ils arrivent dans une maison déjà prête, mais elle ne fonctionne plus. Ignorant comment la réparer, ils tentent de remplacer un système complexe de haute technologie par quelque chose de rudimentaire et de fumant qu'ils maîtrisent. Ce culte du cargo aristocratique est partout. Les palais sont faits de matériaux nobles et complexes, comme le granit, le marbre ou la fonte. Mais à l'intérieur, l'aménagement est archaïque. Utiliser un pot de chambre au milieu d'escaliers de marbre n'est pas un choix culturel, c'est une nécessité dictée par l'incapacité technique à restaurer les sanitaires enfouis sous des mètres de boue suite à une catastrophe planétaire. Ce déséquilibre technologique hurle que les bâtisseurs et les habitants appartiennent à deux civilisations différentes séparées par le temps. Regardez maintenant l'échelle de ces édifices. Non seulement les plafonds sont démesurés, mais les ouvertures de portes sont géantes, les poignées placées bien au-dessus du coude d'un humain moderne, et les escaliers possèdent des marches incroyablement hautes. Pourquoi une telle absence d'ergonomie ? À moins que cette architecture n'ait été conçue pour une physiologie différente, pour des êtres bien plus grands que nous, des sortes de géants. Les légendes sur les titans ou les géants, présentes dans presque toutes les mythologies, ne sont peut-être pas un hasard. Elles pourraient être les derniers échos de souvenirs réels d'une race précédente dont nous avons occupé les demeures et les temples. Si ces êtres étaient plus grands, alors ces plafonds de 6 mètres et ces portes immenses deviennent parfaitement logiques pour eux. Et s'ils se nourrissaient, comme le disent les légendes, de manne céleste ou d'une énergie ne laissant que peu de déchets? Cela expliquerait parfaitement l'absence initiale de système d'évacuation. Pourquoi auraient-ils eu besoin d'égouts si leur physiologie ne produisait pas de rejet massif ? Nous, les occupants actuels, avec nos besoins biologiques primitifs, nous nous sommes installés dans des bâtiments somptueux mais inadaptés à notre nature. On y avait froid, car le chauffage était coupé, et nous ne savions que faire de nos déchets. Alors, les nouveaux arrivants ont commencé à transformer les lieux. Ils ont muré les ouvertures inutiles qui servaient probablement à la ventilation ou à l'énergie. Ils ont percé les murs pour installer des poêles, agissant comme des vandales sur une infrastructure complexe qui leur était devenue inaccessible dans les étages enterrés. Nous voyons un monde qui n'est pas en train de se bâtir, mais qui tente de survivre après un désastre. Et cela nous mène à une question encore plus troublante. Si ces cités sont l'héritage de géants disparus, pourquoi sommes-nous si peu nombreux ? Où sont passés les millions d'habitants d'origine? Et pourquoi, sur les plus vieilles photos, nos villes ressemblent-elles à des décors de théâtre déserts attendant leurs acteurs? Ce vide démographique et ces villes fantômes du début du XIXe siècle seront la prochaine étape de notre voyage au cœur de cette vérité qui dérange. Nous avons mis le doigt sur une contradiction monumentale.
Ces ingénieurs de génie du XVIIIe siècle, censés avoir érigé des palais somptueux, auraient été incapables de résoudre le problème élémentaire de l'évacuation des déchets. Cette théorie des occupants suggère que les monarques et leurs cours n'étaient pas les bâtisseurs, mais de nouveaux résidents ayant hérité ou pris possession de ruines d'une civilisation hautement avancée. Il nous faut maintenant passer de l'anomalie architecturale à l'anomalie technologique pour prouver qu'un tel fossé de connaissances ne peut tout simplement pas exister au sein d'une même époque. Prenons ce miracle dont l'histoire officielle est si fière, Peterhof. On nous répète que son système de fontaine, capable de propulser le jet de Samson à plus de 20 mètres de haut, fonctionne uniquement grâce à la gravité. L'eau s'accumulerait dans des bassins sur les hauteurs de Ropcha, puis s'écoulerait naturellement via des canaux et des tuyaux jusqu'au parc inférieur. C'est une explication séduisante, presque poétique, illustrant la victoire de l'esprit humain sur les éléments. Mais cette belle image s'évapore dès que l'on applique les lois de la physique. Pour qu'un tel système soit viable et constant, creuser de simples fossés ne suffisait pas. Il fallait une précision millimétrée dans le calcul des pentes sur des dizaines de kilomètres. On parle d'un dénivelé qui devait être respecté à la perfection pour garantir la vitesse du flux, éviter l'éclatement des tuyaux dans les zones basses à cause d'une pression excessive et assurer le remplissage des réservoirs. Réaliser une telle prouesse dans des zones marécageuses avec les moyens de l'époque et sans instruments de mesure modernes est un défi que nous aurions du mal à relever aujourd'hui. C'est un artefact dont la qualité ne correspond pas à la période de sa création présumée. Le choc est encore plus grand lorsqu'on examine les anciennes canalisations mises au jour lors de restauration. On y découvre des fragments de tuyaux à la technologie quasi impossible, des parois intérieures parfaitement lisses, une fonte ou un acier à haute résistance capable de supporter une pression phénoménale. La qualité du moulage et la finesse de la surface interne indiquent un niveau de métallurgie bien supérieur à ce que pouvaient produire les usines artisanales de l'époque impériale. C'est comme découvrir un scalpel chirurgical de haute précision dans la grotte d'un homme préhistorique. On comprend immédiatement que l'occupant de la grotte n'a pas pu le fabriquer. C'est là que réside la fracture technologique. D'un côté, nous avons un moteur de Ferrari, une hydraulique et une métallurgie parfaite, et de l'autre, une charrette, l'incapacité de créer un simple système d'égout pour les palais. Ce contraste prouve que ces deux problématiques ont été traitées par deux civilisations distinctes. Ceux qui ont conçu ces fontaines autonomes possédaient des technologies qui nous échappent encore. Les occupants qui les ont suivis ont utilisé ces fontaines pour le prestige, mais n'avaient ni le savoir ni les ressources pour restaurer ou construire leur propre réseau sanitaire. Mais l'eau n'est pas le seul témoin de ce décalage. Revenons au mystère du chauffage dans la capitale du Nord. Saint-Pétersbourg est une ville au climat glacial. Pourtant, les palais des XVIIIe et XIXe siècles affichent des fenêtres immenses et des plafonds de 6 mètres de haut. C'est totalement irrationnel pour conserver la chaleur. N'importe quel expert vous dira que c'est une aberration architecturale si votre seule source de chaleur est une petite cheminée. Pour chauffer de tels volumes de pierre, il aurait fallu des tonnes de bois chaque jour, et les palais auraient dû être noyés sous la fumée des toits. Pourtant, les récits décrivent des intérieurs luxueux et impeccables. Cela suggère que ces palais ont été conçus soit pour un climat différent, soit pour une autre technologie de chauffage. Il est fort possible qu'ils aient été équipés de systèmes complexes à air pulsé ou qu'ils utilisaient une forme d'énergie libre permettant de maintenir une température idéale sans combustion. Une fois ce système perdu à la suite d'une catastrophe, les nouveaux occupants, incapables de le réparer, ont installé des poêles et des cheminées rudimentaires qui ne faisaient qu'imiter maladroitement un véritable chauffage. Voir des tsars en pelisse à l'intérieur du palais d'hiver n'est pas une excentricité, c'est la conséquence logique d'une adaptation barbare à des ruines technologiques. Ce fossé entre la présence de hautes technologies hydrauliques et l'absence totale de solutions basiques pour l'hygiène ou le chauffage pulvérise la version officielle d'un progrès linéaire. Ce n'est pas une évolution, c'est une régression. Mais alors, où sont passés les génies qui ont tout bâti ? Où est passé le peuple qui maîtrisait de telles connaissances ? Pour construire une ville comme Saint-Pétersbourg, il ne suffisait pas de savoir couler des tuyaux, il fallait mobiliser des millions d'individus, les loger et les nourrir. Nous touchons ici à la partie la plus sensible de notre récit, une catastrophe qui a vidé des cités entières et un effondrement démographique masqué par l'histoire.
Le problème n'est pas seulement architectural, il réside dans le fait que les villes où nous nous sommes installés ont littéralement été ensevelies. Et cela explique à son tour la disparition soudaine de millions d'habitants. Notre enquête sur ces faits dérangeants nous mène à une conclusion inévitable. Le fossé technologique entre les bâtisseurs d'origine et les occupants ultérieurs de ces palais grandioses est bien trop immense pour être un simple hasard. Il pointe vers une sorte de faille temporelle, un moment catastrophique qui a effacé la mémoire collective et anéanti les infrastructures. Et la preuve la plus flagrante de cette catastrophe ne se trouve pas dans les pages des manuels scolaires, mais directement sous nos pieds, dans les rues de n'importe quelle ville ancienne à travers le monde. Il s'agit du phénomène des cités ensevelies. Si vous vivez à Paris, Londres, Rome, Moscou ou Saint-Pétersbourg, sortez simplement dans la rue et observez les façades des bâtiments construits avant le milieu du XIXe siècle. Sur presque chacun d'eux, vous remarquerez la même anomalie. Les fenêtres du premier étage qui sont à moitié, voire totalement, enfoncées sous terre. Ce qui devrait être une fenêtre s'est transformé en une étroite fente située au ras de l'asphalte ou du trottoir. La science officielle, comme nous le savons déjà, donne à ce phénomène une explication ridicule, la couche culturelle. On nous affirme qu'en l'espace de 200 ou 300 ans, les humains ont apporté tellement de saleté, de poussière et de détritus que le niveau du sol s'est naturellement élevé de 2, 3, voire 5 mètres. Appliquons à cette version un peu de logique élémentaire et de mathématiques. Pour que le niveau du sol au centre d'une ville monte de 3 mètres, il ne suffit pas de négliger le ramassage des ordures. Il faudrait que les autorités urbaines et les habitants aient passé des siècles à recouvrir consciemment leurs rues de déchets et de terre sans jamais tenter de les évacuer. Nous devrions alors imaginer des métropoles étouffant sous le fumier et les débris, où chaque nouvelle maison serait construite par-dessus un matelas de boue de 3 mètres. C'est non seulement un cauchemar hygiénique, mais aussi une aberration logistique et constructive. Comment les transports auraient-ils pu circuler? Comment les marchés auraient-ils fonctionné? Et pourquoi, sur les anciennes gravures représentant ces villes avant la période des grands chantiers, voyons-nous des places et des routes parfaitement pavées et propres? L'absurdité de cette théorie atteint son paroxysme dès que l'on commence à creuser. Lorsque des ouvriers ou des archéologues mettent à nu ces fameux sous-sols, ils n'y trouvent pas un sol en terre battue et des murs bruts. Ils découvrent des fenêtres complètes avec des arches élégantes et des cadres en pierre parfaitement taillés. Ils trouvent des maçonneries décoratives et des éléments architecturaux qui n'auraient jamais été conçus pour un sous-sol invisible. Et le plus choquant, des portes d'entrée principales et des perrons qui s'enfoncent aujourd'hui dans une impasse sous la terre. Qui dépenserait des ressources colossales, du temps et de l'énergie pour l'ornementation de pièces destinées dès le départ à être enterrées? La réponse est évidente, personne. Ces prétendus sous-sols sont en réalité les premiers, voire les seconds étages de bâtiments qui se trouvaient au niveau du sol avant une catastrophe globale. Les preuves convergent vers un événement planétaire unique et soudain survenu assez récemment, probablement au XVIIIe ou au début du XIXe siècle. Cela a pu être n'importe quoi, une inondation planétaire non pas d'eau mais de boue, un basculement d'épaules, des éruptions volcaniques boueuses massives ou, comme le suggèrent certains chercheurs, l'usage d'une arme géoclimatique ayant provoqué l'effondrement des couches supérieures de l'atmosphère. À la suite de cet événement, des millions de tonnes de sédiments, d'argile et de sable se sont abattus sur la surface, enterrant instantanément les villes sous plusieurs mètres. Cette couche a durci rapidement, fossilisant les parties inférieures des édifices. Cette hypothèse résout instantanément toutes les énigmes dont nous avons discuté. L'énigme des sanitaires trouve sa réponse. Les réseaux d'égouts, les arrivées d'eau et les évacuations se situent toujours aux niveaux inférieurs. Si ces étages sont enterrés, l'infrastructure est détruite et inaccessible. Les occupants arrivés après le désastre, installés dans les étages supérieurs épargnés, étaient physiquement incapables d'utiliser ou de restaurer ce système complexe. Il ne leur restait qu'une option, utiliser des vases de nuit et jeter les restes par les fenêtres directement sur cette fameuse couche culturelle qui est en réalité la trace du cataclysme. L'énigme du chauffage s'éclaire aussi. Les locaux techniques abritant les commandes du chauffage centralisé ou des unités d'énergie libre ont également disparu sous terre. Les bâtiments sont devenus non fonctionnels, forçant les nouveaux habitants à improviser avec des cheminées inefficaces. Enfin, l'énigme de la logistique, comme la construction de Saint-Pétersbourg, s'évapore.
Si la ville n'a pas été construite mais déterrée et restaurée, cela règle la question de l'impossible transport de millions de tonnes de granit à travers des marais au XIXe siècle. Les quais en granit et les colonnes étaient déjà là, recouverts par des maîtres de boue. Les monarques, comme Pierre Ier ou Catherine II, ne se sont pas tant occupés de construction que d'une restauration massive et urgente des parties émergées, remplaçant les façades endommagées pour les adapter aux nouvelles conditions. Ainsi, ces palais majestueux ne sont pas la fierté de notre civilisation, mais les pierres tombales de la précédente. Ils ne sont pas la preuve de notre essor, mais le témoignage de notre installation sur une terre étrangère, dans des maisons qui n'étaient pas les nôtres, après la disparition de leurs propriétaires. Et ce dernier fait, la disparition de millions d'âmes, est la partie la plus douloureuse et la mieux cachée de cette vérité inconfortable. Si les villes ont été ensevelies, qu'est-il arrivé à ceux qui y vivaient ? Cela nous amène à l'histoire bouleversante de la fracture démographique et de l'époque des orphelins qui a suivi la catastrophe. Nous avons maintenant établi le fait d'une catastrophe globale, cette fameuse inondation de boue qui a enseveli les étages inférieurs des grandes métropoles et anéanti l'infrastructure d'une civilisation précédente bien plus avancée. Il est évident qu'un tel événement planétaire n'a pas pu se produire sans affecter radicalement la population. Alors une question brûlante se pose. Où sont passés les millions d'êtres humains qui étaient censés habiter ces cités de granit parfaitement conçues ? La réponse à cette interrogation constitue l'un des secrets les mieux gardés du XIXe siècle, et elle se manifeste à travers deux anomalies absolument choquantes. Le vide total sur les premières photographies et l'apparition soudaine de millions d'orphelins. Regardez attentivement les premiers daguerréotypes et les clichés pris dans les années 1840, 1850 et même 1860. Qu'il s'agisse de Paris, Saint-Pétersbourg, Moscou, Rome ou Londres, ces images résonnent d'un vide assourdissant. On y voit des bâtiments monumentaux, des avenues grandioses, des places immenses, mais pas une âme. Pas de foule, pas d'agitation urbaine, pas de charrette, pas de marché, pas même un chien errant. Les villes ressemblent à de gigantesques décors de théâtre sans vie, attendant désespérément que les acteurs entrent en scène pour commencer la pièce. L'explication officielle de ce phénomène nous est familière, la longue exposition. On nous prétend qu'à cause de la technologie primitive de l'époque, le temps de pause durait plusieurs minutes et que par conséquent, tout ce qui bougeait, humain comme véhicule, disparaissait simplement de l'image. Mais là encore, cette version ne résiste pas à l'analyse. Si l'exposition avait été réellement aussi longue, nous devrions observer des ombres floues et imprécises dues au mouvement du soleil ou une surface de l'eau lisse comme de la gelée. Nous devrions surtout voir des silhouettes fantômes, ces formes translucides laissées par des gens qui se seraient arrêtés ne serait-ce qu'une seconde. Au lieu de cela, nous avons des ombres d'une netteté cristalline, des drapeaux parfaitement immobiles et, parfois, des rares silhouettes figées, probablement des figurants placés là par le photographe. La conclusion s'impose, ces villes étaient réellement vides. Elles ne pouvaient pas être peuplées car il n'y avait plus personne pour les occuper. Les anciens habitants avaient péri lors de la catastrophe. C'est précisément à cette période, au milieu du XIXe siècle, juste après le supposé déluge de boue, que l'on observe un effondrement démographique mondial, camouflé sous le phénomène de l'époque des orphelins. Partout dans le monde, de manière soudaine et inexpliquée, apparaissent des millions d'enfants sans parents. En Russie, les maisons d'éducation et les hospices sont saturés au-delà du possible. Ce ne sont pas juste des enfants ayant perdu leurs parents suite à des maladies, c'est un phénomène de masse. Aux États-Unis, on observe le phénomène des trains d'orphelins, des convois entiers transportant des enfants sans attache, envoyés des villes surpeuplées de l'Est vers les fermes de l'Ouest. Des millions d'enfants sans passé, sans généalogie, littéralement déchargés de nulle part. La version officielle lie cela à l'industrialisation, aux migrations et aux épidémies. Mais aucune de ces raisons n'explique l'ampleur et la soudaineté du phénomène. L'hypothèse la plus troublante est que ces orphelins étaient les enfants des rares survivants de la catastrophe, ou peut-être même une génération cultivée artificiellement pour repeupler la planète après la remise à zéro de la civilisation. On leur a donné une éducation standardisée, on leur a inculqué une fausse histoire et on a effacé tout souvenir du passé. On les a installés dans des cités hâtivement déblayées.
Cette vaste réinitialisation de l'humanité explique pourquoi la mémoire familiale de la plupart des gens aujourd'hui s'arrête brusquement au milieu du XIXe siècle. Si vous tentez de remonter votre arbre généalogique, vous constaterez que tout devient flou avant 1850. Nous ne savons plus d'où venaient nos arrière-arrière-grands-parents, ni ce qu'ils faisaient vraiment. Avant le XIXe siècle, c'est le vide. Nous ne sommes pas les descendants de ceux qui ont bâti ces palais de granit, nous sommes les occupants à qui on a appris à habiter un héritage étranger. Cela explique aussi le chaos architectural après 1850, quand les nouveaux habitants ont commencé à construire leurs propres bâtiments au lieu de déterrer les anciens, la qualité a chuté de façon spectaculaire. À côté de blocs de granit parfaitement ajustés, on voit apparaître des constructions en briques de travers. La technologie a régressé brutalement, nous avons dû réinventer la vapeur, le télégraphe et une plomberie rudimentaire, car le savoir ayant permis de créer les fontaines de Peterhof ou les colonnes antiques avait disparu avec la civilisation d'origine. Et c'est ici que nous touchons au paradoxe logistique final, celui qui remet en question la possibilité même de la construction de Saint-Pétersbourg telle qu'on nous l'enseigne. Nous avons établi que les villes étaient désertes et que leurs nouveaux habitants n'étaient que les descendants d'orphelins venus coloniser des ruines après une catastrophe globale. Cela nous amène à la preuve finale, et sans doute la plus percutante, que ces cités majestueuses n'ont pas été bâties au XVIIIe ou XIXe siècle, mais bel et bien déterrées et réutilisées. Il s'agit de l'effondrement logistique total de l'histoire officielle sur la fondation de Saint-Pétersbourg. La version académique est un véritable récit épique sur la conquête héroïque des marécages. On nous raconte que sur une terre vierge et spongieuse, par la seule volonté d'un homme, une ville de granit et de marbre a surgi de terre. Pourtant, dès que l'on applique une analyse élémentaire des ressources et de la logistique, ce récit s'effrite comme du sable. Imaginez l'impossibilité logistique de ce défi, le granit face au marécage. Saint-Pétersbourg est une cité qui repose sur des millions de tonnes de matériaux solides. Pensez aux kilomètres de quais en granit, constitués de blocs de plusieurs tonnes parfaitement ajustés. Pensez aux colonnes de la cathédrale Saint-Isaac, 48 monolithes pesant chacun plus de 114 tonnes qu'il aurait fallu extraire de carrières lointaines, charger sur des barges, transporter, décharger et ériger sur un seul mouvant. Pour que ces bâtiments colossaux ne s'enfoncent pas, il aurait fallu enfoncer des millions de pieux. Comment cela a-t-il pu être réalisé ? La réponse officielle évoque la force des cerfs, des cordes en chanvre et des échafaudages en bois. C'est mathématiquement impossible. La pression exercée par de tels blocs aurait broyé n'importe quel bois et rompu n'importe quelle corde de l'époque. Cette contradiction ne résiste pas à l'analyse de l'approvisionnement. Toutes ces anomalies se résolvent si l'on accepte notre hypothèse centrale. Les villes étaient déjà là. Le granit et les colonnes ont été transportés et installés par une civilisation précédente dotée de technologies permettant de manipuler des monolithes avec aisance. Pierre Ier et ses successeurs n'ont pas créé la ville à partir de rien. Ils ont découvert les ruines d'une cité ensevelie par cette fameuse inondation de boue. Leur rôle n'a pas été de bâtir, mais de restaurer massivement, de nettoyer et de s'approprier cet héritage. Ils ont excavé des colonnes qui étaient sans doute déjà debout, mais enterrées à moitié, nettoyé les quais et remis en état les étages supérieurs rescapés en s'attribuant tout le mérite du travail. C'est le principe de l'iPhone dans la grotte. L'objet est là, parfait, complexe, mais toute la base industrielle nécessaire à sa fabrication est absente. Il n'y a pas d'usine, pas de logistique moderne, pas de carrière mécanisée, pas de carburant. Cela prouve définitivement que les bâtisseurs et les occupants actuels sont deux entités totalement différentes. Ils ont trouvé des villes idéales, conçues avec une ampleur dépassant l'entendement et sans en comprendre la destination réelle, comme nous l'avons vu pour l'hydraulique sans évacuation ou le chauffage sans bois, ils ont commencé à les adapter à leur mode de vie plus primitif. Mais dans quel but initial ces édifices ont-ils été construits ? Pourquoi la civilisation précédente n'avait-elle pas besoin de nos solutions rudimentaires ? La réponse se trouve peut-être dans l'énergie même que ces murs étaient censés canaliser. L'effondrement logistique de la version officielle sur la fondation de Saint-Pétersbourg prouve de manière flagrante que nous avons affaire à des ruines préexistantes. Il ne reste plus qu'une question globale pour lier toutes les anomalies précédentes. Qui était le bâtisseur d'origine et quelle était la véritable destination technologique de ces cités grandioses ?
Il nous faut revenir à l'énigme de départ. Ces palais sans sanitaire, dotés de portes immenses et de plafonds d'une hauteur déconcertante. Ce style architectural que nous nommons empire ou néoclassique est en réalité une architecture pour des géants. Ces plafonds vertigineux de 6 mètres, ces portes dont les poignets se situent au niveau de la poitrine ou même du visage d'un humain moderne, et ces marches monumentales si inconfortables à gravir ne sont pas des erreurs de conception. C'est une ergonomie parfaite, mais pour des êtres bien plus grands que nous. Si les anciens occupants mesuraient 3 ou 4 mètres, ces espaces étaient pour eux aussi proportionnés et confortables qu'un appartement standard l'est pour nous. Nous, les occupants actuels, nous sentons comme des insectes dans ces palais, parce que nous sommes, comparativement à eux, une version biologiquement réduite. Cela explique aussi l'absence de réseau sanitaire classique. Si cette civilisation était technologiquement assez avancée pour maîtriser une physiologie différente ou transformer l'énergie avec un minimum de déchets, peut-être grâce à une nutrition énergétique ne laissant presque aucun résidu, alors l'absence de conduits d'évacuation massifs devient parfaitement logique. Pourquoi auraient-ils eu besoin d'égouts si leur biologie ne générait pas les déchets que nous connaissons ? Mais si ces géants ont existé, où est passée leur technologie ? La réponse réside peut-être dans la structure même des bâtiments. Ces dômes dorés, ces flèches et ces colonnes ne servaient pas uniquement à la décoration ou au culte. Ils ressemblent étrangement à des composants techniques. Les dômes massifs recouverts de métaux conducteurs pourraient être des récepteurs d'énergie atmosphérique et les colonnes des palais des résonateurs ou des accumulateurs. Les cités anciennes n'étaient pas de simples lieux d'habitation, mais des nœuds au sein d'un réseau énergétique mondial sans fil. Nous vivons littéralement à l'intérieur d'une immense carte-mère dont nous avons oublié le mode d'emploi. Tout cela nous mène à la conclusion la plus sombre. Cette civilisation n'a pas simplement disparu, elle a été anéantie lors d'un conflit d'une ampleur inimaginable. Un affrontement entre titans qui a laissé des cicatrices indélébiles sur toute la planète. On en trouve des traces partout si l'on sait où regarder. Il y a d'abord ces cratères parfaits que la science officielle qualifie de lacs karstiques ou de dépressions naturelles, mais qui ressemblent, à s'y méprendre, à des zones d'impact suite à des explosions massives lors de ce conflit. On observe aussi des forteresses vitrifiées. Certaines tours et citadelles antiques, notamment en Écosse, présentent des pierres fondues, signe qu'elles ont été soumises à des températures extrêmes qu'un simple incendie ou l'artillerie classique ne pourrait jamais atteindre. Cela pointe vers l'usage d'armes à énergie dirigée ou de principes thermonucléaires. Pensez enfin aux cités étoilées. Partout sur le globe, on trouve des forteresses en forme d'étoiles à multiples branches. Elles sont identiques sur tous les continents. Pourtant, elles ressemblent moins à des structures défensives qu'à des antennes fractales ou à des nœuds d'un réseau énergétique global. La guerre visait la destruction de ce réseau. La catastrophe qui a enseveli les villes sous la boue n'était peut-être que la conséquence directe de cette guerre des titans, entraînant des basculements géologiques et climatiques massifs. Ainsi, nous ne vivons pas dans une civilisation en progrès, mais dans une civilisation qui a investi un champ de bataille. Nous avons occupé les ruines d'un conflit planétaire qui a effacé de la surface de la Terre une race de géants hautement évolués et son environnement technologique parfait. La dernière étape pour les nouveaux maîtres du monde consistait à ne pas seulement occuper les ruines, mais à effacer de la mémoire de tous les survivants l'histoire de ce qui existait avant eux. Cela a été accompli par un remodelage total de la connaissance, nous laissant errer dans des palais dont nous ne comprenons plus les secrets. Notre voyage à travers les ruines d'une civilisation oubliée nous a conduit au point final, la compréhension du fait que nous, les habitants actuels, ne sommes que des occupants dans des villes étrangères et ensevelis. Nous sommes les descendants d'orphelins à qui l'on a offert une nouvelle vie et surtout une nouvelle histoire. Mais pour que ce mensonge devienne une vérité absolue, les élites dirigeantes d'après la catastrophe ont dû accomplir un acte d'effacement total de la mémoire. Cet acte a reposé sur 2 processus liés, la destruction des preuves matérielles et la falsification de la conscience collective. Le moyen le plus efficace pour dissimuler un passé de haute technologie est de détruire les plans et les connaissances. Le feu est, plus que tout, l'outil idéal pour nettoyer les indices.
Or, l'époque des grands incendies massifs coïncide précisément avec la période où, selon notre version, se déroulait l'installation dans les villes désertées. Regardez la série d'incendies accidentels du XIXe siècle, Moscou en 1812 par exemple. On nous dit que la ville a brûlé à cause des Français ou des patriotes russes. Mais comment une ville composée de bâtiments en pierre et en briques peut-elle brûler ainsi? Un feu ordinaire ne réduit pas la pierre en cendres. Pourtant, des témoignages indiquent que le granit et la brique se sont désintégrés en sable à de nombreux endroits, signe de température incroyablement élevée qu'une flamme classique ne peut générer. Il en va de même pour les incendies de Chicago en 1871 ou de San Francisco en 1906. Ces sinistres ont détruit non seulement des bâtiments, mais surtout des archives, des bibliothèques et des documents administratifs. C'était une véritable gomme historique. Sous couvert de tragédies urbaines, on effaçait les preuves que ces villes avaient une origine bien plus ancienne et complexe. Mais il y a plus étrange encore, les expositions universelles. Ces événements grandioses, comme ceux de Chicago, Paris ou Saint-Louis, servaient d'écran de fumée. On y déterrait des fragments de cités antiques, on les nettoyait, puis on les présentait à la foule comme des pavillons temporaires ou des fantaisies architecturales, construites en un temps record. Pourquoi fallait-il les détruire juste après? Parce que ces structures étaient trop parfaites. Elles exposaient des technologies inexplicables pour l'âge de la vapeur, de l'électricité sans fil, que l'on devine aux nombreuses tours Tesla et aux dômes, des trottoirs roulants, une acoustique sophistiquée et une ventilation idéale. Il était impossible de les laisser debout, car cela aurait immédiatement suscité des questions chez les nouveaux occupants. Si nous pouvons bâtir cela en un an avec du plâtre, pourquoi vivons-nous dans des boîtes en briques sales et inconfortables? C'est pourquoi, une fois la fête terminée, sous prétexte que l'événement était fini, on dynamitait ces palais et on jetait les décombres dans les plans d'eau pour créer de nouveaux quais, effaçant ainsi les derniers vestiges d'une civilisation supérieure. Le résultat de tout cela est une véritable spirale de dégradation. L'histoire qu'on nous a vendue est un conte de fées sur le progrès, de la bougie à l'ampoule, de la charrette au train à vapeur. Mais si l'on regarde les faits, ces palais sans sanitaire, ces villes enterrées, ces échecs logistiques, ces tuyaux parfaits et ces chefs-d'œuvre détruits lors des expositions, il devient clair que nous ne progressons pas, nous déclinons. Nous sommes des barbares qui ont investi des ruines, et tant que nous ne reconnaîtrons pas que notre passé a été volé, nous resterons des locataires sans mémoire dans une demeure qui ne nous appartient pas, ignorant tout du véritable potentiel de l'humanité. L'histoire prend véritablement vie au moment où on la raconte. Abonnez-vous à la chaîne, car il est fort probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce qui va suivre.